Bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence avec 1 minute de retard, donc c'est qu'on est dans les temps. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez qu'on va parler du Sahel, et la conférence s'appelle « Quelle stratégie pour la France au Sahel ?» Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de verbe, donc ça n'est ni au passé ni au présent. On va faire du passé, du présent et du futur. On va se demander s'il y a eu une stratégie française au Sahel, s'il y en a, s'il y en aura un jour. Spoiler, il n'y en a pas vraiment apparemment, sinon ça ne marcherait pas aussi mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous préciser pourquoi nous ne sommes que deux derrière cette table. Nous avons proposé à nos amis du Front National de Défense de la Constitution, le FNDC de Guinée, de prendre part à cette discussion. Pour les puristes parmi vous, oui, la Guinée ne fait pas tout à fait partie du Sahel. Géographiquement, c'est un peu au sud, mais les problématiques politiques sont très semblables à celles des pays du Sahel. Malheureusement, ils avaient donné leur accord, mais la situation politique en Guinée est extrêmement difficile, tendue. La répression de la junte contre la société civile organisée est de plus en plus dure. Deux de nos camarades les plus éminents ou les plus reconnus dans la société ou dans la population guinéenne ont été mis en prison il y a quelques semaines. Il s'agit de Oumar Silla, qui est connu sous le nom de Fonike Mengué, et d'Ibrahim Diallo, qui étaient aussi tous deux membres de Tournons la page. Donc voilà, c'est dans ces circonstances difficiles que les dirigeants du FNDC naviguent un peu à vue. Sachez que dans ce pays qu'est la Guinée, cette fédération de différentes forces qui est regroupée sous l'appellation FNDC a été dissoute. Hein, le FNDC a été dissous par la junte, et donc ils vivent dans une situation de vulnérabilité et de précarité qui a pas permis d'organiser finalement leur venue, même si jusqu'au dernier moment on a espéré. Donc on pense bien à eux et on surveille, en tout cas on regarde avec beaucoup de vigilance l'évolution de la situation en Guinée, et on leur souhaite beaucoup de courage. Ça m'amène quand même à vous présenter, oui, vous avez le droit de les applaudir, effectivement c'est des camarades qui mènent une lutte difficile et valeureuse. Ce qui m'amène à vous présenter mon interlocuteur du jour, Mathieu Pourchier, qui est membre de Tournons la page. Je vais lui laisser très vite la parole pour présenter d'abord ce qu'est Tournons la page, parce que c'est une organisation, c'est une ONG très singulière qui fait plus de la politique que de l'humanitaire, si on peut dire, qu'il fait d'une façon très originale, puisque elle promeut des processus démocratique, sans entrer elle-même, sans être devenue lui-même un parti politique. Et puis je pense que ce sera une bonne façon de comprendre quel genre de défis se posent pour les sociétés du Sahel, que de comprendre le choix stratégique qu'a fait Tournons la page de s'organiser de cette façon, sans entrer dans le jeu des institutions ou de l'élection directement. Oui, alors effectivement, merci camarade de me le rappeler, je me présente, je suis Aurélien Saint-Toul, je suis député des Hauts-de-Seine, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. J'ai participé pendant la campagne présidentielle à l'élaboration du projet pour la défense de Jean-Luc Mélenchon, du livret défense. Et au sein de la commission de la défense nationale, je suis secrétaire de la commission. Voilà. Donc ces sujets-là, comme je l'ai dit hier au moment de la présentation, sont des sujets qu'on n'aborde pas forcément toujours quand on commence à militer ou quand on commence à s'y intéresser. C'est des sujets évidemment fondamentaux. Ce qu'on disait avec Mathieu, hein, c'est cette question de la guerre au Sahel, de la guerre tout court, ce sont des choses qui sont faites en notre nom, et il est indispensable que des citoyens éclairés s'emparent des sujets, de ce qui est fait en notre nom dans ces différents pays. Bon, je laisse tout de suite la parole à Mathieu pour qu'il puisse nous présenter rapidement Tournons la page, puis on rentrera dans le vif du sujet.
Merci beaucoup de m'avoir invité aussi à participer à ce super événement. Donc Tournons la page, c'est une organisation qui a été créée en 2014, qui est partie d'une campagne pour l'alternance démocratique. Parce qu'on a dans beaucoup de pays africains, à la base surtout en Afrique centrale, des présidents qui étaient là depuis 30, 40. Actuellement, le plus vieux président est là depuis 46 ans en Guinée équatoriale. Et donc ça a commencé au Congo-Brazzaville, où Denis Sassou Nguesso se représentait pour un 5e mandat. Donc une campagne a été lancée avec un certain nombre de signataires et cette campagne a vraiment pris forme, a pris de l'ampleur et s'est transformée en mouvement qui réunit des acteurs de la société civile, d'abord donc de ces pays d'Afrique centrale, donc Congo, RDC, Cameroun, Gabon et Burundi, où on a vraiment commencé nos activités là-bas et petit à petit ça s'est vraiment développé. On est arrivé en Afrique de l'Ouest où on travaille actuellement beaucoup au Sahel, on travaille donc notamment au Niger, au Tchad, et on est en train d'ouvrir une coalition également en Guinée. En Guinée, on a déjà en Guinée, mais au Mali. Au Mali, où du coup, tout ensemble, on a à peu près 230 organisations de la société civile qui travaillent sur toutes les thématiques d'alternance démocratique, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, et un petit peu de façon de faire tourner un État pour les citoyens et par les citoyens. Et comme le disait Aurélien, donc on a cette petite particularité qu'on est en politique, mais qu'on est à partisans. Nous, vraiment, on ne veut pas prendre de parti, de part parce que ça nous met en danger, parce que notre essence même, en fait, c'est juste de commenter l'État, de commenter les politiques publiques pour qu'elles soient adaptées, pour qu'elles soient plus justes. Et c'est pour ça que dès qu'une personne se revendique de Tournons la page, automatiquement, elle n'est pas membre d'un parti politique. Merci Mathieu. Donc peut-être le point de départ de cette discussion, d'abord c'est de rappeler que la France est présente au Sahel, militairement en réalité depuis 5 ans, plus de 5 ans depuis 2013 avec ce qu'on a appelé l'opération Serval puis l'opération Barkhane. Et comme je vous le disais, c'est donc notre devoir de citoyen de nous intéresser à ce qui est fait dans ces régions en notre nom. Dire aussi qu'est-ce que c'est que le Sahel, parce que peut-être que finalement ce sont des mots qu'on emploie de façon banale, mais le Sahel c'est une réalité d'abord géographique ou climatique, c'est une bande qui est au sud du Sahara et qui est une espèce de bande de transition, si on peut dire, entre le désert et un climat équatorial. Donc c'est une zone vivable d'une certaine façon. Je ne dis pas que le Sahara est complètement invivable, il y a des populations dans le Sahara, mais évidemment, comme vous savez, c'est plus compliqué. Donc c'est une bande dans laquelle les sociétés arrivent mieux à vivre, disons, au sud du Sahara. Et cette réalité géographique, il y a aussi une réalité historique, que ce sont des peuplements qui sont anciens, des peuples qui se sont formés ou qui ont échangé pendant des siècles dans cette zone-là. Donc il y a une cohérence quand même à envisager le Sahel comme une unité historique, politique, et parce que de fait, nous l'avons fait ces dernières années dans le cadre de cette opération, nous Français, dans le cadre de cette opération Barkhane, puisqu'il s'agissait, disait le gouvernement, de sécuriser cette bande de territoire qui couvre différents pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et même le Tchad. Et donc 5 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il est temps aujourd'hui de faire le bilan, puisque l'opération Barkhane est quasiment finie, ou en tout cas elle change considérablement de forme. Il est temps de faire ce bilan. Plus de 55 morts parmi les soldats français, des milliers de morts civiles dans toute la région, en particulier au Mali et au Burkina, et le sentiment que aucun de ce qui aurait pu être des objectifs n'a été atteint, ni du point de vue de la sécurité, ni du point de vue du développement, ni du point de vue de la démocratie. Alors Mathieu, est-ce que toi tu considères que aujourd'hui, certains parlent de mission accomplie, est-ce que tu penses que c'est une expression légitime? Déjà, si on prend juste les faits, quand Serval a commencé en 2014, du coup, fin 2013 au Mali, et qui a été remplacé par Barkhane, c'était vraiment pour lutter contre le terrorisme. Et à l'époque, le terrorisme, il était vraiment réduit au nord du Mali. Aujourd'hui, toute la zone est sous influence terroriste,
les populations sont attaquées aussi bien au Tchad, à la limite à la frontière mauritanienne, dans le nord du Burkina, ça arrive même au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo. Donc on voit qu'il y a une expansion du terrorisme, du djihadisme, comme certains disent, qui contrairement aux objectifs de Barkhane, fait en vérité l'inverse. Au niveau de la sécurité des populations, ça ne va pas du tout. Au niveau des partenariats entre les armées, ça ne va pas non plus, puisque l'armée française est accusée par de nombreux, aussi bien civils que militaires, d'avoir commis des exactions. Certains l'accusent également de financer, d'accompagner les terrorismes, ce qui est, je pense, personnellement faux, mais on voit qu'il y a un vrai rejet de l'armée française qui était là à la base pour accompagner les populations. Donc honnêtement, on n'a pas vraiment l'impression que les objectifs de Barkhane, les objectifs initiaux en tout cas, sont achevés. Sur ce qu'on a vécu ces 5 dernières années, la France Insoumise a cherché systématiquement à remettre une question au cœur du débat, c'est la question de la démocratie, parce que le gouvernement Macron, quand il parlait de la guerre au Mali, où les officiels parlaient toujours de ce qu'on a appelé une stratégie DDD ou des 3D, diplomatie, développement, défense. Et on a eu à cœur, nous, pendant 5 ans, et on continue en fait à dire que l'enjeu clé en réalité, c'est la démocratie. Parce qu'en dehors de cette possibilité d'avoir une expression démocratique, en dehors de, si on n'a pas la possibilité pour les peuples du Sahel de prendre eux-mêmes les décisions, alors on est enfermé justement dans le sentiment anti-français, dans la propagande, dans la manipulation. Est-ce que toi tu penses qu'il y a un moyen aujourd'hui pour la France de ne pas être victime de ces propagandes, de ces trolls russes dont ils parlent? Nous, quand on s'exprime sur ces sujets, on est sans cesse ramené, on en parlait tout à l'heure, on est sans cesse ramené à nous dire mais alors, vous préférez que ce soit les Russes qui soient présents dans la zone? Est-ce que ça vaut pas mieux d'avoir l'armée française? À ton avis, quel genre de réponse on peut apporter à ça? Mais déjà, si on prend les 3D, le développement du fait de l'insécurité n'existe pas. La diplomatie est vraiment rattachée à la défense, puisque toute approche diplomatique au Sahel est actuellement militaire. Dès qu'on va aborder les aspects Sahel avec les ambassades de France sur le terrain, ils vont tout de suite nous ramener à on va amener plus de soldats, on va faire des opérations conjointes avec les Maliens, avec les Américains. Et du coup, ça, de base, on voit, après toutes ces années, que ça ne marche pas. L'aspect démocratique est vraiment défaillant. La preuve est que, aussi bien en France que dans les États, il n'y a jamais, à part au tout début, de vote de l'Assemblée nationale qui va, alors pour la France, confirmer l'envoi de ses troupes, et pour les pays du Sahel, les demander. Ce qui fait que c'est toujours un deal entre le gouvernement local et le gouvernement français, qui est du coup contre la volonté et peut-être les intérêts des populations. Il y avait un vrai enjeu là pour éviter ce sentiment anti-français d'impliquer les populations en fait dans leur propre défense, puisque c'est quand même à la base pour eux que nos soldats sont là pour faire en sorte que l'insécurité cesse. Et c'est vrai que s'ils ne sont jamais consultés, eh ben, ils se sentent complètement mis à l'écart, ils se sentent complètement abusés, puisque en plus de ça, il y a l'insécurité qui grandit. Les gens ne comprennent pas, ils voient des centaines de camions de la force Barkhane passer, qui vont on ne sait pas où. Eux, ils se font attaquer tous les jours. On voit que la force Barkhane va aller former les armées nationales qui sont les plus meurtrières, et ils sont même plus meurtriers que les djihadistes. Il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans qui dit que 53% des morts civiles au Sahel sont causées par les armées nationales. Et quand on voit, du coup, quand les citoyens voient que c'est l'armée française qui a formé ces armées nationales, et que cette armée va ensuite tuer les civils, eh ben on passe pour des complices. Enfin, l'armée française passe pour des complices. Et donc, déjà, il y a un devoir d'expliquer pourquoi on est là aux populations locales, il y a un devoir de les consulter, et il y a un devoir de continuer à mener l'action avec eux. Parce que déjà, une autre chose de la force Barkhane, c'est que la plupart des opérations sont faites seules, même sans forcément avec les forces locales. Ce qui est du coup complètement
étonnant pour les populations qui voient 200 militaires français qui vont partir en brousse et ils vont revenir et on sait que y a un village qui a été rasé. On ne sait pas si c'est eux, mais on sait qu'il y a un village qui a été rasé. Et du coup, beaucoup de gens se posent des questions et ça alimente du coup les trolls russes, ça alimente toute cette haine anti-française et surtout anti-politique française, parce que ça, il faut le dire, moi je reviens du Niger, j'ai habité 3 ans. Personnellement, le sentiment anti-français, je ne l'ai pas vécu. C'est vraiment une haine de la politique française, une haine des institutions françaises. Mais nous, les Français sur place, on vit bien. Et donc ça aussi, il faut que quand on voit... Moi, j'étais choqué de voir du coup les médias français qui disaient que oui, les Français au Sahel vont se faire massacrer. Moi, ma famille était plus inquiète que moi de voir ces choses-là. Et donc voilà, il faut remettre un petit peu les choses aussi à leur place. La démocratie, c'est la base en fait. Si on veut travailler avec eux, il faut les consulter. C'est d'autant plus important que... il faut faire le point peut-être pays par pays sur les situations. Au Mali aujourd'hui, qui est finalement qui était le cœur du problème, si on peut dire, dans la région, aujourd'hui c'est le gouvernement lui-même qui accuse la France de choses qui sont assez fantaisistes, financer c'est même carrément fantaisiste, financer le terrorisme, commettre des exactions de façon délibérée. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de bavures ou de dommages collatéraux, comme on disait pendant la guerre en Irak, mais en revanche, là, le gouvernement, lui, a choisi de cibler la France, alors que pendant des années, on a été considéré comme une espèce de grand parrain qui devait protéger les populations. Alors, toi, comment tu analyses ce revirement de discours, de changement de rhétorique? Est-ce que ça te paraît justifié tout simplement qu'on parte et qu'on dise, comme on a fait, ça ne nous concerne plus? Est-ce que tu crois que c'est une position tenable? Et puis moi, je donnerai peut-être mon point de vue là-dessus après. Déjà, il faut savoir que le Mali, pourquoi on est politiquement dans cette situation-là au Mali, c'est qu'il y a eu 2 coups d'État. 2 coups d'État qui ont été faits du coup par des gens qui n'étaient pas au pouvoir à l'époque où la France est arrivée. Donc, qui n'ont pas été consultés quand la France est arrivée. Et du coup, c'est tout à fait normal que ces gens-là, ils ont un peu engrangé un rejet contre cette armée française qui était là contre leur gré, en quelque sorte, et quand ils arrivent au pouvoir, ils vont l'expulser. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, le Sahel, ça devient très compliqué, parce qu'on a eu 4 coups d'État au cours des 2 dernières années, justement par ce manque de démocratie. La France, donc au niveau diplomatique également, elle va aller reconnaître des fausses élections, des élections qui ne sont pas vraies. Là, par exemple, au Niger, on a eu des résultats à plus de 100% dans certaines communes. Et la France va dire bravo, ça marche, bonne élection. Et les populations, du coup, ça alimente également le sentiment de rejet envers la France qui va aller appuyer des dictateurs, on peut le dire, appuyer le fait qu'ils restent au pouvoir. Quand l'ancien président tchadien, qui était là depuis 30 ans, est décédé, c'est son fils qui a pris le pouvoir par un coup d'État, le président Macron est allé tout de suite le féliciter. Et en dehors de toute règle constitutionnelle, la Constitution, elle avait prévu ce qui se passait en cas de décès du président, et rien que le fait que la France soit venue appuyer ce nouveau gouvernement montre aux yeux de la population que la France soutient ce dictateur, que la France soutient les actions de répression, parce qu'il faut dire ça aussi, c'est que la population et la société civile, on est constamment réprimés. Là, si on parle du Niger, du coup, depuis 2014, il y a eu 1091 arrestations de journalistes et d'activistes depuis 2014, ce qui est un chiffre faramineux. Et la France va continuer à dire que ce pays est l'exemple de la zone en termes de droits de l'homme. Et donc forcément, les populations, elles n'en peuvent plus. Et est-ce que, pour revenir à la question du coup, est-ce que c'est souhaitable? Le problème aussi d'avoir une force aussi puissante que la force Barkhane dans ces pays-là, parce qu'il faut le dire, on a quand même plusieurs milliers de soldats répartis entre le Tchad, le Niger, à l'époque le Mali, le Burkina et la Mauritanie, c'est que y a un risque Afghanistan, il y a un risque que quand nos soldats vont partir, l'armée locale soit tellement faible, enfin pas assez puissante, et que les terroristes vont prendre le dessus. Et ça, c'est une grande peur qu'il y a notamment au Niger, où l'armée russe n'est pas là, enfin l'armée russe, les mercenaires russes ne sont pas là, et ce qui n'est pas souhaitable, c'est pas du tout ce que je dis, mais ils ont peur que si du jour au lendemain l'armée française parte, il y a un rebasculement, un revirement de situation, et que la capitale tombe. Il faut savoir que les attaques terroristes, elles sont à moins de 10 km de la capitale en ce moment au Niger. Et
Et voilà, il y a un vrai danger de partir d'un coup comme ça de ces pays-là. Après, il faut vraiment... je soutiens pas non plus la présence militaire sur place, en tout cas pas dans ces conditions-là. C'est pour ça qu'il faut voilà, un dialogue avec les populations, savoir exactement ce dont ils ont besoin, former des armées en s'assurant qu'ils ne violent pas ensuite les droits humains, qu'ils n'aillent pas faire des massacres dans les populations, et voilà, et avoir un petit peu des garde-fous des deux côtés. Oui, c'est important parce que ce qui s'est passé en réalité pendant 5 ans, on a appelé cette conf quelle stratégie, c'est que précisément il n'y a pas eu de stratégie. Quand on a un coup d'État qui arrive au Tchad après la mort d'Idriss Déby, normalement ça devait être le président, je crois, du Sénat qui devait assurer l'intérim, et finalement c'est son propre fils qui est devenu président, en disant qu'il y aurait des élections, et puis finalement il n'y a pas d'élections, et à chaque fois c'est repoussé. Le gouvernement et Macron ont décidé d'agir systématiquement au coup par coup, et il me semble aujourd'hui assez évident qu'on ne sait même pas pourquoi. Il y a un point qui me paraît important et qu'on n'a pas forcément à l'esprit, parce qu'on parle souvent des intérêts français dans la zone, mais dès qu'on demande de préciser quels sont ces intérêts, bah finalement, c'est assez nébuleux. Les intérêts économiques et financiers sont pas très importants. Il y a une question autour de l'uranium au Niger, oui, mais qui est plus aussi centrale qu'avant, puisque l'uranium vient du Kazakhstan pour l'essentiel, celui qui est utilisé en France. Pour le reste, le fait qu'on ne mette pas les sujets sur la table, j'ai l'impression, tu me diras si tu es d'accord, mais qu'en fait, l'exécutif, Macron et son gouvernement, à chaque fois, en fait, s'interdisent de voir à long terme et ne disent jamais ce qu'on sert réellement. Alors peut-être que c'est parce que, oui, dans certains cas, on sert des intérêts cachés, mais surtout, je crois que ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit on utilise des réflexes de vieilles puissances coloniales, et en fait, on s'enferme dans un raisonnement où c'est notre précaré. Ce que je disais tout à l'heure, hein, on nous dit souvent, oui, mais vous préféreriez que ce soit les Russes. C'est pas du tout dans ces termes-là qu'on peut poser le problème. Moi, il me semble qu'une des raisons pour lesquelles on est obligé de s'intéresser à cette zone, c'est que d'abord, il y a des milliers de Français qui vivent là et qui sont des binationaux. Il y a des Franco-Maliens, il y a des Franco-Sénégalais, des Franco-Nigériens, et si demain tous ces pays sont complètement effondrés, que c'est une espèce de chaos, on n'est pas loin hein, dans certains coins quand même, hein, mais que les gens meurent, il y aura nécessairement des compatriotes qui vont mourir là-bas parce qu'ils ont la double nationalité. Et ça, moi, je pense que c'est un sujet, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, et ça me paraît quand même très important. Et peut-être que ça explique aussi le sentiment que tu as éprouvé finalement de ne pas avoir d'hostilité à l'égard des Français, mais à l'égard vraiment des autorités françaises et des institutions. Mais oui, tout à fait. La France, c'est un partenaire historique de tous ces pays-là. Et les gens le savent bien. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai très rarement eu des problèmes parce que j'étais français. Le problème, oui, c'est qu'on est dans ces vieilles logiques de contrôle, de puissance qui contrôle ces autres-là. Il faut un vrai respect de sa souveraineté. Par exemple, en 2020, il y avait eu un scandale dans tout le Sahel, c'est quand le soi-disant sentiment anti-français a commencé, le président Macron a convoqué les 5 présidents du Sahel à venir. Alors, déjà, un président qui convoque d'autres présidents, ça passe pas, et d'autant plus quand en Afrique il y a un vrai respect, en tout cas au Sahel, un vrai respect de l'âge, un président qui a à peine 40 ans, qui en convoque des qui ont 65, c'est encore moins passé. Donc, déjà, il y a une vraie méconnaissance et un vrai je m'en foutiste entre guillemets de voilà je décide de les convoquer, je les convoque. Ensuite, il y a aussi les questions de diplomatie. La diplomatie, donc comme je disais, française dans ces pays-là, elle est principalement militaire. On va même pas réfléchir en fait à faire du développement, à faire de la culture, à faire autre chose en fait, même de l'humanitaire. Moi, quand je suis allé à l'ambassade de France au Niger, et que je leur ai posé la question, à votre avis, qu'est-ce que vous faites pour les droits humains? Ils m'ont répondu, les droits humains, on s'en occupera quand les gens se font découper à la machette dans la rue. Et voilà, et ça c'est la position des ambassades françaises au Sahel. C'est tant que les gens se font pas découper à la machette dans la rue, on parle pas de droits humains.
Parce qu'il y a des problèmes plus graves, il y a du terrorisme, il y a de la famine, mais en fait, pourquoi il y a du terrorisme, pourquoi il y a de la famine? Mais parce que les gens n'ont pas les droits humains, parce que les gens n'ont pas la démocratie, et qu'ils se retrouvent dans des systèmes complètement corrompus, soutenus par la France, où il y a une prédation des ressources, et que du coup elles ne sont pas bien réparties parmi les populations, et qu'on arrive dans des situations catastrophiques comme ça. Les ambassades françaises vont vraiment même criminaliser les organisations, dont la nôtre, qui veulent demander un changement, qui veulent demander des garanties de partenariat en respectant les droits humains. Par exemple, l'ambassade de France au Niger nous fait vraiment de hate speech, comme on dit. Ils vont aller voir toutes les autres ambassades en disant ne parlez pas avec eux. La dernière fois, il y a un nouvel ambassadeur belge qui est arrivé au Niger. Moi, j'y habitais depuis 3 ans, donc je connaissais tout le monde, et lui ne me connaissait pas. Il est arrivé me voir avec un garde du corps. Parce que, apparemment, l'ambassade de France lui a dit que j'étais quelqu'un de dangereux. Voilà, et c'est des choses comme ça où les ambassades de France, c'est une catastrophe. Enfin, pour vous dire, nous, en tant que Français, et je suis loin d'être le seul à avoir cette opinion-là, hein, des gens qui habitent au Niger, on avait presque honte d'être Français, vu les gens qui nous représentaient. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est ces personnes-là qui sont l'image de la France dans les pays. Et donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous dit, bah, de toute façon, tant que vous ne faites pas découper à la machette, on va pas parler de droits de l'homme, bah, on n'a pas envie de parler avec lui, quoi. Bon. Parmi les sujets qui montrent finalement une absence de stratégie, une absence de vision sérieuse, crédible, il me semble qu'il y a la question de l'aide au développement. Parce que pendant que justement on envoie des militaires sans trop bien savoir comment ils pourraient régler militairement des problèmes qui sont avant tout des problèmes politiques, on saupoudre aussi énormément, enfin pas énormément justement, il n'y a pas tant d'argent que ça, mais on saupoudre dans des programmes d'aide au développement, et sur ces sujets-là, avec de nombreux autres ONG, vous avez fait des propositions pour rebattre les cartes, hein, c'est le nom de la brochure que vous avez publiée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les mécanismes aujourd'hui d'aide au développement et sur les raisons pour lesquelles finalement ça n'aboutit pas? Parce qu'il n'y a pas que des raisons de sécurité qui font que ça n'aboutit pas. Non, bien sûr. Bah, l'aide au développement, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Même historiquement, la France a beaucoup appuyé ces pays-là. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu d'aide au développement qui va vraiment au développement. On va dans ces pays-là surtout faire de l'humanitaire, ce qui peut être très bien, mais sur une période courte en fait. L'humanitaire, ça sert, lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a une attaque terroriste, pendant les 6 mois, 1 an, 2 ans suivants, à remettre un peu les populations dans des conditions acceptables pour qu'elles puissent reprendre leur vie normale. Et là, on voit qu'au Niger, on fait de l'humanitaire depuis 5 ans, 10 ans. Et un autre grand aspect de l'aide au développement, ça va être la migration. Parce qu'il faut savoir que le Niger et le Sahel en général est un grand axe de migration des populations subsahariennes qui montent du coup en Europe et ailleurs, mais à travers ces pays-là. Et du coup, il y a un vrai intérêt de la part de la France et de l'Union européenne de contrôler ces pays-là. Et du coup, la vraie aide au développement, elle est extrêmement minime. Et c'est assez inquiétant de voir qu'on préfère construire des camps pour enfermer un petit peu des migrants au Sahel plutôt que juste éviter qu'ils partent. Oui, tu mets le doigt sur un des grands non-dits finalement de la politique française dans la région, c'est l'obsession pour la question migratoire. Et pas que la politique française. Si l'Union européenne finance, elle a financé 1 milliard. Hein, il y a 5 ans, la décision avait été prise de verser 1 milliard. Et les associations là-bas, on était allé au Mali, on en avait discuté notamment avec une association qui travaille à la réinstallation de personnes qui ont été déboutées du droit d'asile en Europe. Et elle s'interrogeait beaucoup sur la réalité de ce milliard, en se demandant où est-ce qu'il était arrivé, parce que eux qui travaillaient donc à réinstaller des personnes en grande difficulté, parce qu'en plus une fois qu'on a été débouté du droit d'asile et expulsé, eh bien on subit une honte sociale très très dure, hein, en l'occurrence c'était au Mali. Il se disait que
cet argent-là, en fait, il se rendait bien compte qu'il avait servi, oui, à faire des camps, mais pas à aider qui que ce soit, ni à s'installer, ni à demeurer en réalité dans son propre pays, dans son village, ou à développer des programmes d'agriculture ou quoi, ou d'autres pour y rester. On se donne encore une dizaine de minutes et ensuite on passera peut-être aux questions dans la salle. Qui n'est pas une salle. Dans le public. Parmi les grandes questions qui se posent aussi, on parlait donc d'enjeux militaires, de transparence. Peut-être que il faut revenir sur les propositions qu'on pourrait faire, parce qu'il n'y a pas eu de stratégie jusqu'à présent, mais comment on peut en sortir? Nous, on a fait des propositions, elles ont été synthétisées avec le brio qu'on connaît par Jean-Luc Mélenchon, dans un discours en particulier à l'université de Ouagadougou, il y a un peu plus d'un an, où Jean-Luc Mélenchon a proposé une vision en disant, voilà, c'était un moment très fort, hein, les étudiants qui étaient dans l'université, il leur a dit très nettement, il y a un passif dans nos relations, dans les relations entre nos pays. La seule possibilité d'en sortir, c'est de dire explicitement ce que l'un et l'autre, ce qu'on attend les uns des autres. Nous, Français, nous vous proposons une stratégie qui est dans l'intérêt de la France. Et je crois que c'est une vraie nécessité pour nous aujourd'hui, c'est d'expliciter et de parler directement aux populations. Dire, si nous sommes ici, c'est parce que notre intérêt en tant que France, c'est d'y être, pour X ou raison, et donc on ne se cache pas. On ne vous dit pas, on est là parce que on est généreux. C'est pas de la générosité, c'est l'intérêt bien compris, c'est l'intérêt commun. Les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, tout le monde a des intérêts. Vous avez le droit de faire valoir les vôtres, nous faisons valoir les nôtres et nous proposons une stratégie commune. Je pense que c'est la seule façon de réagir, notamment quand on pense que d'autres puissances arrivent, la Russie, la Chine, et eux proposent des choses, mais en général on présente en France avec beaucoup de mépris, voire d'horreur, en disant ah vous vous rendez compte, les Chinois arrivent, ils déversent de l'argent ou ils exploitent les gens. Mais au moins ils ont quelque chose pour eux, c'est d'être très explicite sur leurs attentes. Est-ce que tu crois qu'il y a une possibilité de enfin dire les choses simplement? Plus qu'une possibilité, je pense que c'est une nécessité. Ils sont pas bêtes, hein. Ils savent très bien qu'on est là pour des intérêts, qu'on n'est pas juste gentil et qu'on veut aider un bon samaritain. Et justement, c'est cette presque honte de la France à ne pas vouloir dire ses intérêts, alors que ce serait mieux pour tout le monde, que chacun arrive avec « nous on veut ça » et on trouve les points de convergence en fait. Et savoir comment, tout en respectant du coup la démocratie et les droits humains, parce que c'est les seuls points qui permettront d'avoir une stabilité dans la zone, contrairement à ce que dit beaucoup la diplomatie française. C'est pas une réponse militaire, c'est une réponse démocratique, c'est une réponse d'accompagnement, de développement dans les communautés rurales. Je vous prends un exemple. On est à Terra, là où il y a eu le drame où l'armée française est accusée d'avoir tué trois civils. On est à Terra, donc c'est une zone qui est une zone de non-droit, qui est à la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc c'est des zones où il n'y a plus d'écoles depuis bien longtemps, où il n'y a plus d'hôpitaux depuis bien longtemps, et il y a les terroristes qui viennent, qui perçoivent l'impôt, mais qui tuent personne. Et là, on a les armées nationales qui viennent, et parce que les gens ont payé l'impôt, ils vont commencer à tuer la population. Donc forcément, la population, elle va se dire, moi, je vais vers ceux qui ne me tuent pas. En plus de ça, ils m'amènent l'école, qui est l'école coranique, mais c'est l'école. Ils m'amènent des hôpitaux, parce que il y a des très bons médecins qui arrivent de Syrie, qui arrivent d'Irak, qui viennent soigner les personnes. Et surtout, ils amènent une justice. Une justice qui n'existe plus depuis des dizaines d'années dans ces zones-là. Une justice qui doit être rapportée, qui doit être ramenée pour qu'il y ait un vrai développement. Et ça, c'est pas les militaires qui vont le ramener, c'est du développement, et c'est ça... c'est sur ces points-là qu'il faut se mettre d'accord, et c'est cette justice qui va arriver aussi par la démocratie, par écouter les besoins des populations, avoir une vraie Assemblée nationale, avoir des vraies élections pour que au niveau national et au niveau international, on puisse prendre des décisions qui sont vraiment dans les intérêts des populations. Sur ce sujet de la justice, c'est particulièrement impressionnant parce que
c'est complètement en écho avec ce qu'on a entendu en Afghanistan, le travail de Gilles Ronsoro, qui est universitaire spécialiste de l'Afghanistan et qui avait montré à quel point l'arrivée de talibans qui rendaient la justice localement dans des conflits agricoles, des conflits de proximité du quotidien, avait été déterminante pour permettre aux talibans finalement de se rendre acceptable aux yeux du reste de la population, y compris dans des minorités qui a priori avaient une histoire très douloureuse déjà avec eux. Il y a un dernier élément et ensuite on passe vraiment aux questions, qui est la question en fait du réchauffement climatique, du dérèglement climatique dans la région. Comment vous avez peut-être que vous avez une vision globale, il y a des grands projets de verdissement ou de barrières vertes, c'est une vraie possibilité. À l'époque, lors de sa visite au Burkina Faso, Jean-Luc Mélenchon avait rencontré Blandine Sankara qui a un projet, qui est donc la sœur de Thomas Sankara, et qui a un projet d'agriculture raisonnée, disons, dans la zone, d'agriculture paysanne. Est-ce que vous avez, exploré avec Tournons la page ce genre de projet et ces problématiques de réchauffement climatique? Alors c'est vrai que nous, c'est pas trop notre mandat, le réchauffement climatique et l'écologie, mais bien sûr c'est des choses qui touchent tout le monde. Actuellement il y a du coup dans le Sahel, mais un projet qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti, donc qui traverse toute l'Afrique, et la Grande Muraille Verte dont tu as parlé. Mais le problème c'est que ça marche très bien dans les pays en paix, mais ça peut pas marcher dans les pays en guerre. Parce qu'il y a quand même des besoins qu'il faut accomplir en premier. Donc les besoins bien entendu déjà de nourriture, parce qu'on est dans un pays où il y a 40% de la population qui est en semi-famine ou famine, besoin de sécurité, parce que comme je disais, ils sont régulièrement attaqués, on a des centaines de morts par semaine. Au Niger, il y a une attaque tous les 2 ou 3 jours. Donc en fait, tant qu'on restera dans ce statu quo de c'est la guerre, donc on ne peut pas faire grand-chose, on n'avancera pas. Il faut vraiment amener un développement et l'écologie arrivera par ce développement-là. Juste avant les prochaines questions, pour toi, quelles sont les prochaines échéances qui vont être décisives pour éventuellement savoir ce que la France peut faire ou a l'intention de faire dans la région? Il y a eu des élections récemment, enfin il y a quelques jours au Sénégal. Quelles sont les grandes échéances à ton avis pour lesquelles il faut être très vigilant? Déjà oui, il y a les élections, donc théoriquement le Tchad devrait annoncer des élections en octobre, même si on est assez pessimiste pour ça. Il y a quand même donc 3 régimes militaires avec le Tchad. Il faut absolument ramener des gouvernements civils en place, parce que sinon on ne peut pas faire de développement avec des militaires. C'est très compliqué parce que ces gouvernements militaires eux-mêmes se justifient en disant qu'il faut sécuriser d'abord le pays, mais si on fait que de la sécurité pour la sécurité, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment essayer de ramener un peu un ordre civil dans le Sahel, ramener une démocratie vraiment participative, accompagner les sociétés civiles pour qu'elles puissent faire leur travail de veille citoyenne, d'accompagnement de l'État et de surveillance des affaires de corruption, des affaires de mauvaise gouvernance, pour qu'on puisse vraiment arriver à quelque chose en fait. Je vous propose de passer aux questions. Annabelle, merci. On alterne un homme et une femme, hein. Merci pour ces interventions. Moi, j'avais cru entendre, j'avais lu il y a 2-3 ans que l'agence, l'AFD, l'Agence française de développement, qui bénéficie de pas mal d'argent et qui permet d'accompagner des projets, notamment au niveau de l'agriculture, accompagnait le déploiement des services des armées françaises au Sahel. Donc je voulais savoir si effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est pas forcément le cas. Et puis, et la deuxième question, c'était par rapport aux forces africaines, de savoir si
si elles étaient existantes, enfin, si les forces africaines, la force africaine des pays africains réunis était sur le terrain, et quels étaient le rapport, quel était le rapport avec l'armée française justement sur ces terrains. Merci. Alors, relevez la main. Est-ce qu'il y a une femme là-bas? Désolée. Ah, c'est tout. Oui, alors merci bien sûr pour vos interventions. Ce que je voulais simplement dire, c'était de savoir si, quand en France on s'assied sur les droits humains, si on est capable ensuite de savoir ne pas s'asseoir sur les droits humains quand on intervient ailleurs. Nous avons aidé des réfugiés maliens. Aussitôt, on était sur écoute et puis bien entendu avec de gros problèmes derrière et des problèmes pour les gens que l'on a. La deuxième chose, c'est que en aidant comme ça des réfugiés maliens, nous nous sommes rendus compte que notre armée sécurise des installations qui sont des installations privées et des installations industrielles avec les ressources naturelles de ces pays-là. Donc ça complique encore les choses. Voilà. Bonjour. D'accord. Bonjour, moi c'est Adam et je viens de la République du Tchad, donc quelqu'un qui est du Sahel, et c'est un témoin oculaire, et je suis très content d'écouter M. Mathieu dire ce que ça fait des années qu'on est en train de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique, mais il y a un sentiment anti-politique française en Afrique. Mais c'est évident, il y a des Français qui ont des sentiments anti-politiques françaises. Donc il faut qu'on soit d'accord sur cette base avant tout. Et il y a aussi, on est en train d'essayer de faire comprendre aux gens au Tchad que notre problème, ce n'est pas les Français, mais c'est la politique française aussi. Donc c'est dans les deux cas. Alors, donc, avant de poser ma question, vous avez énuméré les cas du Tchad. Le président est au service avant ma naissance et il a été tué dans une guerre en 2021. Comme d'habitude, il est en train de mater les manifestants, mater les rebelles, et donc par malchance, il a été tué. Alors, après 2 jours, on voit Macron et Jean-Yves Le Drian se dépêcher et de maintenir son fils au pouvoir. Or que la constitution de mon pays dit qu'en cas d'absence ou la mort du président, c'est le président de l'Assemblée nationale ou son vice-président. Donc ce qu'il vous raconte, c'est une réalité et je suis un témoin. Donc c'est pas des trucs. Alors pour finir, en ce qui concerne l'armée française, l'armée française a été appelée par une cause qu'on peut dire noble. Mais l'origine de cette cause, c'était la destruction de la Libye par la politique française de Sarkozy. Donc ce n'était pas notre problème. Ce n'était pas le problème des Français. C'était la politique française de Sarkozy. C'est ça le mal. Donc, en sorte, l'armée française est venue aider ou résoudre un problème qui a été créé par la politique française. Elle est venue, c'est une armée très puissante, très forte, elle a tous les moyens. Elle peut faire le travail en moins de 3 mois. Mais par des causes inconnues, la guerre a été perdurée. Et comme l'intervenant l'a dit, il y a 54 soldats français, des jeunes soldats français qui sont morts pour des causes, on ne peut pas les énumérer, mais ces soldats devraient être avec leur famille. Et il y a la partie des soldats français qui a été, on peut dire, morte, c'était après la guerre. Si la guerre n'était pas perdurée, il y aura un bon nombre de ces soldats français à côté de leur famille. Alors, pour nous, en tant que des jeunes, on a été insoumis
avant de connaître la France insoumise, parce que c'était depuis le lycée où on était insoumis et tous ces trucs. Donc pour nous, l'armée française ne peut pas ramener une solution durable. Et on était d'accord avec Adrien Quatennens. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. On l'a connu sur les YouTube. Quand il dit que la solution ne doit pas être militaire. On n'est pas terroriste, mais on devient terroriste. Alors il faut couper ces cordons qui alimentent ces terroristes. Mais personne ne veut apporter des solutions. Et donc c'est la réalité. C'est la réalité. Et pour l'ingérence, par exemple, il y a Macron qui est passé il y a de cela quelques mois, il a fait sa tournée en Afrique. Et comme il y a la présence des Russes et des Chinois, il a, je pense, que bafoué la démocratie française qui existait depuis longtemps en disant il préfère rétablir une démocratie économique sans parler de la démocratie politique. Donc pour nous, c'est le pur capitalisme. Comment on peut parler de développement économique sans parler du développement politique? Et donc pour moi, pour ne pas perdre dans la parole, quelle position la France insoumise peut tenir pour conjuguer toutes ces forces du peuple, que ce soit en Afrique, en ce qui nous concerne, et en Amérique du Sud, il y a pas mal que ce qu'on voit, c'est que Jean-Luc Mélenchon, mais en ce qui concerne pour nous, les jeunes africains, quelle stratégie la France insoumise? Parce que pour nous, c'est la seule option, ou peut-être seul parti politique où la jeunesse africaine peut encore compter ou espérer. Merci. Je vais voir madame qui avait une question. Mais bon, on paye une question. On va laisser le temps à une dame de trouver une question, d'avoir envie de poser une question. Comme ça, ça relancera le cycle pour les messieurs, puisqu'on se tient à une vraie parité dans les questions. Est-ce que tu veux commencer sur un des sujets? Donc, sur la question de l'AFD qui accompagne l'armée, oui, il y a eu des tentatives en fait pour que l'AFD et l'armée travaillent main dans la main. Ça ne veut pas dire que ça a été très difficile. Concrètement, et au sein de l'AFD et au sein de l'armée, ils avaient bien conscience qu'ils faisaient pas le même métier, et donc ça a été jugé. Bon, j'ai pas une vision très précise des projets qui ont été menés. Certains ont pensé que c'était une bonne chose parce que de toute façon, s'il n'y avait pas en gros une bulle de sécurité, le projet de développement ne pouvait pas être mené. Et à l'inverse, d'autres ont considéré que c'était problématique parce que ceux qui d'habitude font du développement, on peut interroger l'expression faire du développement, mais c'est quand même comme ça souvent on le dit. Ceux qui font du développement, eux, ne voulaient pas être assimilés à une armée aussi bienveillante soit-elle, et donc c'est vrai que c'est une question, mais je pense qu'il faut aller même un peu plus loin et évoquer la transformation de l'AFD ces dernières années. Alors mon collègue et ami Arnaud Le Gall en parlerait beaucoup mieux. La transformation de l'AFD en organisme financier essentiellement est un des gros problèmes et un des grands enjeux qui sera sans doute aussi abordé donc, du coup par les députés de la France Insoumise au sein de la Commission des Affaires étrangères. Les montants ne sont pas à la hauteur, les montants de l'aide au développement ne sont pas à la hauteur, l'absence de stratégie est une évidence, et quand vous écoutez le président de l'AFD aujourd'hui, vous avez quand même souvent l'impression d'entendre d'abord un banquier, qui vous dit qu'il est capable de mobiliser des milliards avec d'autres agences du même type. Il y a quelques années, il se vantait de pouvoir le faire avec l'agence russe d'aide au développement. Donc, bon, je pense que son étoile va peut-être un peu pâlir, mais en l'occurrence, c'était vraiment des logiques de banque, de finance, d'effet de levier. Son vocabulaire était assez impressionnant. Donc, l'AFD, c'est une grande institution aujourd'hui. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire, mais je ne veux pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas complètement. Pour ce qui est du rapport des forces africaines avec l'armée française, peut-être que Mathieu, tu as plus de vues que moi.
Si j'ai bien compris, c'est les forces conjointes africaines, la question, c'est ça, hein. Alors les forces conjointes africaines, sur le Sahel, donc il y a l'Union africaine, mais qui n'a pas vraiment de bataillon, en tout cas, dans les pays en tant qu'Union africaine. Par contre, il y a des armées, par exemple l'armée tchadienne est au Niger, l'armée tchadienne est au Mali, l'armée tchadienne est un peu partout. Elle est très nombreuse, l'armée tchadienne. Et il y a également l'armée de la CEDEAO, la CEDEAO, c'est la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui a déployé quelques troupes de temps en temps un petit peu au Mali, et là actuellement ils sont beaucoup en Guinée-Bissau. Du coup les rapports avec l'armée française, ils sont très, très faibles, puisqu'il y a très peu de soldats de ces armées conjointes africaines. Peut-être quand même pour compléter sur donc ça c'est les organisations africaines, les armées nationales aussi. D'abord il y a une grande disparité dans l'état des forces. Il y a un deuxième point à avoir à l'esprit, c'est le degré de corruption qui existe dans ces armées parfois, enfin souvent. Il y a eu un grand scandale dans l'armée nigérienne. Alors en France, on a pris ça en général plutôt comme un bon signe, parce que ça voulait dire que aujourd'hui on arrivait à mettre en lumière ces scandales et qu'il y avait une demande que des comptes soient rendus, et c'est vrai qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises, etc. Mais bon, Mathieu, tu connais mieux le pays, tu connais très bien le Niger pour y avoir vécu, donc tu pourrais éventuellement préciser s'il y a des spécialistes du Niger. Mais c'est vrai que du coup, ce sont des armées très affaiblies par une défaillance globale de l'État et la difficulté à avoir tout simplement des soldes qui sont versés régulièrement. Dans le cas de l'armée malienne, ce qu'on appelle les FAMA, hein, les forces armées maliennes, ça fait des années que l'Union européenne a cherché à organiser le système de versement des soldes. Et à l'heure actuelle, ça n'est toujours pas le cas. Il n'y a pas de système formel clair et régulier. Donc ça rend évidemment la prévention des exactions extrêmement difficile, parce que si on se retrouve avec des armées où les gens n'ont même pas leur solde, et oui, ils ont la tentation de se payer sur la bête, et quand ils arrivent quelque part, ils vont voler, prendre des choses, etc. Bref. Il y a un dernier acteur qui n'est pas nommé du point de vue des armées et qui est fondamental, c'est la MINUSMA, c'est l'ONU. Ces forces font probablement partie de la solution. Aujourd'hui au Mali, malheureusement, la junte cherche après s'être débarrassée de l'armée française, il faut dire les choses clairement, cherche à se débarrasser de témoins internationaux. Il y a une polémique très dure et qui est dure à vivre aussi, en particulier pour les soldats concernés, puisque des soldats ivoiriens au sein de la MINUSMA qui ont été arrêtés, qui sont en prison actuellement. Et c'est vrai que c'est une des raisons d'être inquiet, c'est que normalement l'ONU représentait une ressource importante pour continuer quand même à maintenir le Mali en lien avec le reste du monde. Et on voit bien que la junte en ce moment fait tout ce qu'elle peut, en tout cas pour rendre la présence même de la MINUSMA intenable, et on ne sait pas combien de temps ça va être possible. Pour revenir sur la France ne respecte pas les droits humains, oui effectivement on a régressé en tout cas dans ce domaine au fil des ans, ça c'est une évidence. On a été classé officiellement comme une démocratie de moins en moins performante, si on peut dire. Bon, quand on dit ça, il faut quand même aussi souffler et se dire simplement que ça n'a rien à voir, ou on n'est pas du tout au niveau des pays dont on parle malheureusement. Dans le cas du Tchad, le jeune camarade qui est là pourrait malheureusement en témoigner. La question de vie ou de mort, c'est évidemment des tortures, des emprisonnements forcés, etc., ou des disparitions forcées. Mais bien... Oui, mais toi, camarade... Oui. Ah bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que toi, camarade, si tu sors tu vas pas être enlevé normalement à la sortie des amphis. Donc, oui, mais ce que disait la camarade, c'est qu'on on ne serait pas en situation de prendre la parole ou de critiquer si nous-mêmes nous n'étions pas exemplaires. Mais de fait, bah écoute, tu as l'occasion de t'exprimer, c'est formidable. Mais de fait, tu ne seras pas
tu ne te feras pas enlever à la sortie des amphis parce que tu as assisté aux amphis. Là, on parle de camarades qui là-bas vivent ce genre de choses. Donc oui, ce qui était présenté d'abord comme l'argument, c'était que si nous-mêmes nous n'étions pas strictement exemplaires, on n'aurait pas notre mot à dire sur ce qui se passe là-bas. De fait, si, on a notre mot à dire. Et donc, du coup, tu vois qu'on est d'accord. Est-ce que tu veux réagir sur ce sujet ou... Peut-être juste, ouais, pour dire, en fait, c'est... encore une fois, il y a la politique française et les Français. Peut-être que la politique française, elle, n'a pas son mot à dire, par contre, nous, les Français, on l'a. Et justement, c'est là qu'arrive le travail de la société civile, c'est là qu'arrive le travail de n'importe qui, en fait, de tout le monde, qui a son mot à dire, justement, qui peut élever sa voix, qui peut aller en soutien avec nos amis du Tchad, avec nos amis du Mali, avec nos amis du Niger, pour dire, là, maintenant, ça suffit. Et ça, peu importe, en fait, qui on est, chacun a son mot à dire. Et voilà, qu'on soit député, qu'on soit n'importe qui. Du coup, ma question sur la stratégie, peut-être en parallèle sur la stratégie de la France au Sahel, on parlait d'aide au développement. On aurait pu également peut-être évoquer, mais c'est après tout un autre sujet, le développement économique. Le fait que les accords de libre-échange entre l'Afrique et l'Europe soient également taxés différemment si c'est une matière première. Juste pour prendre un exemple, le grain de café est en tarif douanier pour l'Union européenne de 0%, alors que si on vend, enfin on exporte d'Afrique pour importer en Europe un produit fini, donc la tablette de chocolat, elle sera imposée à 30%, ce qui n'arrange pas du coup l'industrialisation de l'Afrique. Donc ça peut être aussi une stratégie de la France au Sahel, de ne pas développer ce maintien également donc économique. En parlant d'économie, on ne peut pas non plus ne pas parler du franc CFA qui initialement s'appelle CFA, franc des colonies françaises. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça, quand on parle de développement, il faut également parler du développement économique et de la mainte que la France a. Vous avez parlé de vieux réflexes colonialistes pour ne pas mentionner le mot de France-Afrique. France-Afrique, vous l'écrirez soit A et plus loin Afrique ou soit France-Afrique. Mais voilà, c'était pour réagir un peu sur l'économie. Et voilà, Bolloré, juste pour ne citer que lui, fait que la France va rester coûte que coûte en Afrique subsaharienne et dans l'Ouest. Merci. Merci. Officiellement, on est censé finir à 14h30, donc on va prendre une question. Ça va être très court, hein. Alors, moi, je suis le coordonnateur du collectif Sorture du franc CFA. Je ne vais pas en fait intervenir sur ce qui a été dit par la dame. Moi, je suis entièrement d'accord. Maintenant, il faut en fait poser les choses telles qu'elles sont. C'est qu'en fait, la France en Afrique est une puissance coloniale qui en fait, on va dire, comment? Alors, je vous en prie. Oui, voilà. Donc, je disais qu'en Afrique, la France quand même se compose comme une puissance coloniale et effectivement, il y a un sentiment français en Afrique. Moi, j'étais effaré par certains de vos propos. C'est qu'en Afrique, il y a des États-nations qui sont quand même indépendants, avec bien entendu des failles, des points faibles. Mais la question qu'on attend, en fait, la réflexion qu'on attend de la France insoumise, c'est qu'il y ait un vrai débat pour le départ total de la France d'Afrique. Parce que des États, ce qui intéresse les Africains, c'est un rapport gagnant-gagnant, bilatéral, entre des États-nations. Quand j'entends dire des stratégies pour développer le Sahel, le Sahel, c'est un concept géopolitique. Il y a des États dans ces pays-là, dans ces territoires, avec un pouvoir certes défaillant, avec bien sûr des faiblesses, mais en Afrique, dans tous les pays, moi je viens du Sénégal, il y a une justice, même si effectivement dans les villages, la justice elle est plutôt d'émanation musulmane, ça va très bien, ça se passe depuis des lustres. Donc voilà, donc je pense l'attente, aussi bien l'AFD, aussi bien l'armée française, aussi bien en tout cas cette politique plus ou moins paternaliste que j'ai entendue en fait là, me gêne. En tout cas, ce que les Africains attendent de la France insoumise, c'est une vraie réflexion pour un départ de la France d'Afrique. Merci. Alors, c'est jusqu'à 15h.
Voilà. Du coup, il y a... Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. Alors, est-ce qu'il y a une femme? Oui, oui, je sais, mais je prends juste encore une troisième... Ah oui, Oui, bonjour. Je pense qu'ils peuvent prendre 2 questions et répondre aux 2 questions à la suite. Un accord a récemment été signé entre le gouvernement tchadien et les différentes parties prenantes au Tchad à Doha. Cependant, une des composantes rebelles a refusé de signer cet accord de gouvernement. Quelles retombées politiques et stratégiques cela peut-il avoir sur le conflit pour le pays selon vous? Peut-on s'attendre à une poussée à l'extrême entre les parties? Pour une première question, une autre question qui est très vaste et que vous avez commencé à aborder, mais aussi comment dépolitiser un peu l'AfD. Merci. Oui, effectivement, on s'était donné un peu le temps de la réflexion avant de répondre. Donc, quelle est la stratégie de la France Insoumise? La stratégie de la France, il y a la stratégie de la France Insoumise en tant qu'organisation, et puis il y a la stratégie qu'on pourrait avoir en tant que gouvernement. On a bien l'intention d'exercer des responsabilités. En tant qu'organisation, c'est déjà de mener en permanence la discussion et de mettre ces sujets sur le devant de la scène. Ces dernières années, grâce à la France Insoumise, grâce aux députés insoumis, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale parce que on a utilisé notre droit de tirage pour créer soit des missions, soit des débats. C'était en avril 2020. On a obligé le gouvernement à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Alors, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on veut voter, tout simplement, que le Parlement s'exprime. Mais si on n'avait pas demandé ce débat, il n'y aurait pas eu lieu. Donc à chaque occasion, à chaque moment où les médias veulent bien s'intéresser à ce sujet, on a alimenté la critique de l'intervention militaire française, en particulier au Mali. Comment on fait quand on est des militants, on fait comme tout le monde, on interpelle sur les réseaux sociaux, on écrit des tribunes, on rencontre aussi les acteurs dans les différents pays. Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Burkina Faso, Bastien Lachaud c'est au Mali. On a des discussions récemment, on a rencontré à leur demande le PASTEF, l'organisation d'Ousmane Sonko au Sénégal. On a rencontré le Balai citoyen au Burkina Faso, dont la figure la plus connue, y compris en France, est Smoky. Donc on a des choses à faire. On a, lors de cette visite au Burkina Faso, on a évoqué l'importance de Sankara dans la réflexion que les insoumis veulent avoir en matière de souveraineté alimentaire, en matière justement d'adaptation au dérèglement climatique. Donc la première des obligations, la première des obligations pour nous du point de vue et de la stratégie et de l'internationalisme, c'est tout simplement de discuter, de se rencontrer, de voir comment on peut s'aider, mais surtout comprendre quelles sont la réalité des différents pays. Donc c'est une stratégie de soutien et de bienveillance, mais aussi de distance. On n'a pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire, on doit pouvoir les comprendre. J'ai commencé en disant qu'on avait invité le FNDC, qui n'est pas un parti politique stricto sensu, qui est une organisation qui regroupe, qui fédère différents mouvements au sein de la Guinée. Je crois qu'on est dans notre rôle quand on fait connaître justement la situation très difficile que connaissent les militants là-bas à Conakry. C'est dommage que nos amis n'aient pas pu être aujourd'hui présents. On continuera à le faire. Moi, j'ai partagé différents tweets ces derniers jours au moment où Fonike Mengue a été arrêté. Donc voilà, notre rôle à tous en tant que militants, c'est de pas être indifférent. Je crois que c'est quand même un truc important, c'est que bien sûr les militants peuvent pas être spécialistes de tous les sujets, mais c'est important que parmi nous régulièrement on s'informe de ces sujets et on en parle et voilà. Donc je pense que c'est ça la stratégie qu'on doit avoir. Pour répondre peut-être sur les questions de développement économique, sur le libre-échange,
Il y a un gros sujet, pareil, qui est pas très connu en France, mais qui est même pas forcément très connu, même en Afrique, c'est celui de la ZLECA, hein, de la zone de libre-échange africaine. C'est un gros sujet, sujet. Il n'y a pas d'homogénéité, où il n'y a pas des différentes forces politiques progressistes dans la région, mais c'est vrai qu'il y a un projet, il y a une volonté chez certains de créer une grande zone de libre-échange africaine. Bon, je peux vous renvoyer un papier qui était sorti dans le Monde Diplo il y a quelques années, qui était excellent et qui mettait vraiment le doigt sur les difficultés du discours là-dessus, parce que qui dit zone de libre-échange africaine dit une certaine satisfaction de la part des mouvements panafricanistes, qu'on peut comprendre, mais qui en fait posent quand même des vrais problèmes pour ce qui est du développement. Bon, ça c'est une affaire qui regarde finalement les différents États africains et que nous on peut juste regarder avec notre critique anticapitaliste. En revanche, ce qui est vrai et tout à fait possible pour nous, c'est de remettre en cause, et c'est ce qu'on fait à chaque fois, les accords de libre-échange qui empêchent le développement des industries et des agricultures vivrières. J'ai parlé de Sankara tout à l'heure, évidemment, c'est l'inspirateur fondamental sur ce sujet, et la rencontre avec Blandine Sankara, moi j'avais la chance d'être dans la délégation ce jour-là. Blandine Sankara avait évoqué un des combats que son association avait dû mener pour permettre que les producteurs locaux de fruits et donc de jus de fruits puissent vendre au public du FESPACO, le plus grand festival de cinéma d'Afrique de l'Ouest qui a lieu au Burkina, pour que les producteurs puissent vendre leur jus de fruits, parce que c'est le brasseur français qui règne, voilà, mais je fais pas de pub. Donc le brasseur français qui règne sur toute l'Afrique de l'Ouest, qui lui avait emporté le marché et qui a empêché les producteurs locaux de simplement faire connaître leurs produits. Ils ont gagné, ils ont fini par réussir à faire ça. Donc ce genre de mobilisation, voilà, s'inscrivent complètement dans la stratégie et dans la doctrine altermondialiste que nous on défend, et on est entièrement d'accord là-dessus. Je te laisse rebondir sur les sujets que j'aurais pas éventuellement traités. Okay, merci. Juste pour compléter la fin de ce que tu as dit, encore une fois, tout le monde veut faire quelque chose. Le grand brasseur français est actuellement accusé en Centrafrique pour avoir soutenu les rebelles. Donc il y a une procédure judiciaire là-dessus, et c'est justement parce que les organisations ont fait remonter ça, et c'est aussi ça notre responsabilité à nous. On sait qu'il y a des Français qui font des choses comme ça là-bas, il faut qu'on arrive à documenter, il faut qu'on arrive à poursuivre. Juste pour répondre sur le Tchad, l'accord de Doha là, où Wakitama, le FACT, n'a pas signé. Actuellement, il y a au Tchad le dialogue national qui a débuté le 20 août, qui rassemble normalement toutes les forces vives de la nation, donc que ce soit l'État, la junte, les rebelles et la société civile, mais il n'y a ni le FACT, ni Wakitama, qui est le mouvement le plus puissant de société civile. Et donc, en fait, la question c'est à quoi sert ce dialogue. Clairement, on a un peu l'impression que c'est un faux dialogue qui va revenir sur une situation comme d'habitude au Tchad, où on va avoir des incursions rebelles tous les 6 mois, tous les 1 an. Donc voilà, on a un petit peu... c'est l'agent de pouvoir qui veut faire belle image, du coup, soi-disant respecter un calendrier où ensuite elle va pouvoir organiser des élections, parce que apparemment tout le monde est d'accord, mais nous on a des membres du coup qui sont à la conférence nationale qui ne sont pas écoutés, qui n'ont pas le droit à la parole, et voilà, donc on a, juste pour répondre à la question, il se passe rien quoi. Je vais essayer de répondre sur dépolitiser l'AFD. J'ai envie de dire, peut-être que c'est l'inverse qu'il faudrait formuler. Est-ce qu'il ne faudrait pas politiser la question de l'aide au développement? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, au lieu de dire bon, il y a de l'aide au développement et qu'on saupoudre tous les ans et que ça se fait dans un débat relativement confidentiel lors du vote du budget, est-ce qu'au contraire, nous ne devrions pas nous dire c'est un sujet dont la population, dont les citoyens français devraient s'emparer en disant mais est-ce qu'on a une stratégie? Est-ce que on fait juste au coup par coup, ou est-ce qu'on a un grand dessein?
Est-ce que donc il y a le mécanisme financier qu'est l'AFD en tant que tel, mais aujourd'hui, presque aucun citoyen en France n'a été consulté sur la façon dont on peut ou non venir en aide. Et est-ce que c'est d'ailleurs une bonne logique de dire que la France doit venir en aide à des États à leur demande, sans leur demande, comment? C'est des questions très politiques finalement. Tout à l'heure, quelqu'un disait tout simplement qu'il fallait avoir pour objectif d'avoir des pays africains complètement souverains, et on est bien d'accord, et dans lesquels finalement la présence de la France n'est plus à l'ordre du jour. Finalement, il me semble que c'est très politique. Donc dépolitiser l'AFD, je comprends ce que tu veux dire, ça veut dire ne plus en faire un instrument aux mains d'un exécutif qui viendrait sponsoriser des régimes corrompus. Ça, on est entièrement d'accord. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre de la transparence. Mais je crois on peut même aller plus loin en disant, oui, la question de l'aide au développement, si cette expression finalement est la bonne, elle devrait être même appropriée par les citoyens. Dans ces cas-là, il s'agirait de repolitiser plutôt. Merci beaucoup pour votre intervention, pour la qualité de votre analyse également. Moi j'ai une question notamment sur l'intervention française au Mali et sur un peu les objectifs de cette intervention. Vous avez parlé à la fin en fait que la France se doit d'afficher clairement ses objectifs, ses intérêts. Cependant au tout début vous avez commencé par analyser un peu qu'il y avait un manque de stratégie. Vous avez parlé que la France, l'intervention militaire a échoué en fixant des objectifs de cette intervention, soi-disant protéger ou améliorer un certain gouvernement démocratique, contrôler un terrorisme. Parce que l'histoire récente, les 20 dernières années, nous montre que toute intervention extérieure, soit pour arrêter du terrorisme, soit pour, entre guillemets, exporter une démocratie, ça ne fonctionne pas. Donc il y a plein d'exemples, je ne vais pas en citer. Ce qui voudrait dire, soit les décideurs, que ce soit chez les Américains, chez nous, sont complètement à l'ouest et ils n'ont aucune analyse, ce dont j'en doute, soit il y a forcément d'autres objectifs que nous, on n'est pas au courant, mais vous avez parlé à un certain moment des richesses minières, qui vous avez dit, vous semble que c'est un peu secondaire. On a parlé de l'avancée des Chinois, des Russes. Donc ces questions, on pourrait être pour ou contre que la France devrait avoir un pied militaire en Afrique pour un peu équilibrer avec les Russes et les Chinois, mais me semble-t-il, il est important de regarder l'intervention au Mali par ce biais. Donc moi, ma question, à votre avis, c'est quoi le réel objectif de telle intervention? Ça veut dire, certes, c'est une analyse, vous n'avez pas les faits, ou vous les avez peut-être, mais c'est ça le fond de ma question. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui voudrait prendre la parole? Ah, merci madame. Oui, merci pour vos interventions. On parle de la France, vous avez aussi évoqué la présence de l'Union européenne. Alors, quelle est la présence de l'Union européenne dans les pays du Sahel? On entend parler au Mali, est-ce qu'il y en a dans les autres pays du Sahel? Et alors, quel est son mandat? Et pour le compte de qui intervient-elle? Pour elle-même? Est-ce que c'est pour les États membres? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments et sur l'efficacité et l'objectif, même si vous l'avez abordé avec la question de l'immigration? Merci. Je vais aller un peu par là-bas parce que je vous ai un peu négligé. Désolée. Merci. Alors, je n'étais pas là au début de la conférence, mais je pense que ce dont il faut bien prendre conscience, notamment au niveau de la présence militaire française, c'est que malgré les indépendances, l'armée coloniale française n'a jamais quitté le sol africain. Ça, c'est une première chose. Il y a des bases permanentes de la France en Afrique, notamment à Abidjan. Les soldats du 43e BIMA à Abidjan sont héritiers de l'armée coloniale française et n'ont jamais quitté le pays. C'est quelque chose dont je suis toujours étonné par le fait que c'est des choses dont on ne débat pas en France, cette présence permanente de l'armée française. Après vient s'ajouter la présence militaire française dans le cadre d'opérations. Là, on a parlé de Barkhane. Mais déjà, à la base, il y a des bases permanentes françaises. Alors, moi, personnellement, je pense que la France a perdu toute crédibilité. Par exemple, elle a commis un grand crime en 2004 à Abidjan,
l'armée française a tiré sur des manifestants, il y a eu 60 morts. Hein, aucun militaire français n'a été inquiété pour ce crime-là. Par ailleurs, pour prendre un épisode, je dois dire, assez réjouissant qui a eu lieu en 2017, lorsque notamment les citoyens burkinabés se sont débarrassés de Blaise Compaoré, qui voulait se maintenir au pouvoir en manipulant la Constitution. Il a finalement dû quitter le pays, et c'est dans un hélicoptère de l'armée française qu'il a quitté le Burkina Faso, ce qui l'a soustrait à toute une série de crimes qu'il a commis au Burkina. Donc il faut voir de quel côté se trouve l'armée française. Elle est systématiquement, effectivement, à protéger ses intérêts. Maintenant, quels sont ses intérêts? La France a un siège, un siège permanent au Conseil de sécurité. On sait bien que c'est devenu une moyenne puissance. Hein, donc il y a deux choses qui peuvent justifier un petit peu le fait qu'on écoute la France au niveau international. C'est d'une part l'arme nucléaire. Ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Et c'est aussi le maintien, justement, d'une mainmise sur son précaré africain. À l'ONU, lorsque le Conseil de sécurité s'intéresse aux choses qui touchent le Mali, le Togo, un certain nombre de pays, qui sont des anciennes colonies françaises, en fait, on dit que c'est la France qui tient le stylo. C'est-à-dire que c'est elle qui relaie les informations et qui écrit le brouillon des résolutions. C'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord? Donc, il y a toute une symbolique, en fait, qui est notamment beaucoup présente dans la psychologie de l'élite française, qui est le maintien du rang de la France sur la scène internationale. Et ça passe par une forme d'impérialisme qui a pris la suite du colonialisme français et qui concerne un certain nombre de pays en Afrique. Pardon. Merci, moi c'est Fernand. Je voudrais intervenir sur 3 points très simples. Tout à l'heure, il a été dit effectivement une certaine indignation donc, de la présence de l'outrance de la France, de la politique française en Afrique, au point même de penser qu'il faut que la France quitte l'Afrique. La France ne peut plus jamais quitter l'Afrique dans les 2000 ans à venir. Pourquoi? Sur les 490 millions de locuteurs français que nous sommes dans le monde, les 3/4, soit 300 millions de locuteurs se trouvent en Afrique. Nous parlons cette langue qui structure notre pensée et qui est ancrée désormais dans la culture. Même si la présence militaire française s'efface de l'Afrique, la France est toujours là. Et ce lien-là est un lien important que la France elle-même doit chercher à conforter. Et c'est ce que disait, fort heureusement, Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso, de faire de la francophonie notre prochain destin commun. Ben oui, quand tu dis francophonie, tu as d'abord France avant la phonie. Donc c'est pour se dire que la France sera toujours là pour nous, comment le petit Québec ne pèse pas lourd. Ce que je veux dire, comprenez ce que je veux dire. Je dis sur 400 millions, nous sommes plus de 300. Faites, donc pour dire simplement que culturellement, nous sommes déjà liés. Donc, la condescendance avec laquelle la France s'adresse encore à ses anciennes colonies, comme toujours ses élèves à élever, doit cesser. Et pour la France insoumise, puisque nous sommes décidés d'être dans la rupture ici, en France, soyons aussi dans la rupture dans notre politique internationale de l'autre côté. Il faut que nous l'assumions totalement. On ne peut pas dire, oui, ils sont en train de tirer sur leur peuple. Mais non, il ne devait pas avoir de main. Il ne peut pas avoir de demi-dictature à supporter et de pleine dictature à ne pas supporter. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que cette indignation que nous portons ici, nous devons la porter aussi de l'autre côté et le dire haut et fort ici. Sinon, ce sentiment que théorise Macron en parlant de sentiment anti-français en Afrique, il a très bien dit, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un agacement de la politique française en France. Tenez, il y a quelques mois, la guerre a commencé en Ukraine. En 30 jours, la France s'est décidée de mobiliser 2 milliards pour aider l'Ukraine. Le Sahel dont on est en train de parler ici avait besoin d'environ 400 millions d'euros.
pour pouvoir éradiquer le terrorisme là-bas. Depuis 3 ans, on n'a pas pu trouver 400 millions pour éradiquer le terrorisme, mais en un mois, on a trouvé 2 milliards pour aider l'Ukraine. Allez chercher là où il y a le problème, chers amis. Les Africains suivent cela de près. Et donc, ils ont ce sentiment d'injustice pour dire, mais pourquoi les nôtres ont-ils accepté de verser leur sang pour ce pays? Il y a ce sentiment qui est dedans. Et la jeunesse africaine aujourd'hui est un peu décomplexée par rapport à l'âge de leur, à la génération de leurs parents. Et c'est en cela que nous qui sommes ici devons chercher à reconstruire une société qui parle de rapport d'égal à égal sans condescendance. C'est ce que moi je voudrais simplement ajouter à tout ce qui est dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces questions. D'abord, pour commencer par la fin, je trouve que c'est exactement ça en fait. Encore une fois, la réponse, elle n'est pas militaire, la réponse, elle est culturelle, elle est économique, elle est de développement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, en tout cas, société civile, on soutient énormément. Quel doit être l'objectif de l'intervention? C'est à eux de décider en fait, c'est pas nous. C'est juste ça, c'est pour ça que nous on veut une démocratie, on veut que les populations nigériennes puissent nous dire, si nous on veut intervenir, qu'elles puissent nous dire de quoi elles ont besoin. Et voilà, et c'est pas à nous de dire on va vous faire ça. Donc voilà, c'est présence de l'Union Européenne. Oui, alors dans le Sahel, il y a la présence de l'Union Européenne, il y a la présence de l'armée européenne qu'on appelle ECAP, qui est, alors je ne saurais pas vous dire le nombre de soldats qu'il y a là-bas, il y en a un certain nombre. Leur efficacité... Eux, ils font pas vraiment d'opération, ils sont là plus pour faire de l'accompagnement, de la formation des armées nationales. Donc efficacité, oui, ils forment, ils fournissent en armement, ils fournissent en véhicules des armées qui font 53% des victimes civiles. Voilà. Justice pour les militaires français. Oui, vous avez tout à fait, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé du Burkina Faso, il y a également le Tchad où l'armée française a bombardé 2 fois des colonnes rebelles alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Nous, c'est clairement ce qu'on demande. Je vous invite tous, je me fais un peu de pub, mais la brochure qu'on a sortie du coup, on est 5 ONG à avoir fait ça. Il y a le Secours catholique, il y a Tournons la page évidemment, il y a le CCFD, il y a l'Oxfam et il y a CARE International où on a 7 grands points pour rebattre les cartes justement de la politique française envers le Sahel. Et ça, c'est une des premières, un des grands points qu'on soutient, c'est vraiment armée française si les États le veulent, mais surtout armée française qui est responsable et armée française qui reconnaît ses torts. Donc voilà, il y a trop au Niger, au Niger, au Mali, il y en a eu 2 ces dernières années d'exaction de l'armée française où il n'y a pas eu de justice rendue, et ça les populations elles ne l'acceptent plus. Et vraiment il faut absolument qu'il y ait cette justice qui soit donnée, au moins que la France s'engage à faire des enquêtes et à faire justice. Je cherchais sur internet parce que il me semble bien que pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a répondu aux questions d'Oxfam, de Tournons la page, et je crois que vous pouvez trouver en ligne la réaction aux questions qui étaient posées en réaction à la publication de ce texte-là, et donc vous aurez une version un peu approfondie des positions de la France Insoumise sur ces sujets-là. Sur la présence de l'UE, je pense que tu as à peu près tout dit. Il y a le UTM Mali, qui était la mission de formation. Bon, le bilan est évidemment pas très bon. Je disais tout à l'heure qu'il y avait la question des soldes, tout simplement, et d'organiser un système de paiement des soldes qui était une des priorités, et que ça n'a pas abouti, qu'il y a beaucoup d'argent qui est détourné dans ce cas-là. Et puis il y a ce fait que les armées nationales commettent de nombreuses violations des droits humains, et que sans pouvoir tenir pour responsable l'Union Européenne, on peut juste au moins constater la faillite, quoi. Pour ce qui est des objectifs de la guerre,
Nous, on a toujours demandé précisément que les objectifs soient explicités. Donc, j'ai commencé en disant qu'il y avait des échecs, et que c'était un échec du point de vue de tous les objectifs qu'on pouvait supposer, c'est-à-dire du point de vue militaire, du point de vue démocratique, du point de vue économique. De toute façon, tous les indicateurs sont aujourd'hui au rouge, donc personne ne peut dire que ce soit une réussite. Mais ce qui est vrai, c'est que du point de vue strictement militaire, quand on donne une mission, on doit avoir un objectif. Or là, on a depuis 2013, on n'a jamais l'exécutif français n'a jamais dit à quelles conditions il pourrait tout simplement envisager le retour. Ça a été décidé au dernier moment parce que voilà, il fallait que dans le contexte de la présidentielle française, Macron puisse dire oh, bah, vous avez vu, finalement j'ai mis un terme à cette guerre, mais d'une certaine façon, ils n'ont jamais dit et explicité quels étaient les objectifs qu'ils poursuivaient, puisque à la fois ils expliquaient que militairement il ne pouvait pas y avoir de solution, et en même temps, il disait, mais par contre, si on laisse pas des militaires, ça va être de pire en pire. Alors, on ne savait pas quels étaient les objectifs réellement donnés. Vous dites que, du coup, ça sous-entend qu'il y a des objectifs cachés. Je ne crois pas que ce soit forcément nécessaire. Je crois que une phrase que j'emploie régulièrement, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le paramètre de la bêtise et de l'obstination. On n'a pas toujours besoin d'objectifs cachés pour expliquer la nullité de nos politiques, hein. En l'occurrence, les vieux je parlais de réflexe néocolonial, ça correspond exactement à ce qui a été dit tout à l'heure par le camarade, je suppose, qui parlait bien de la présence continue de la France sur le continent africain. En réalité, il s'agit de sauver quelque chose qui était la France-Afrique, l'ancienne colonie, la puissance. Et aujourd'hui encore, hein, même les spécialistes se demandent exactement pourquoi on y est allé en 2013. Mais il me semble qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a un ensemble de motivations ou de causes. Et parmi ces causes, il y a aussi le sentiment que ce sera facile, qu'à l'époque François Hollande avait besoin d'une victoire militaire pour faire le malin. Il y avait le sentiment que de toute façon l'Afrique c'est un peu chez nous. C'est nous qui gérons, si on tient pas, c'est une question de rang. Donc oui, ça fait partie, c'est le réflexe néocolonial est extrêmement puissant dans une grande partie de ce qu'on va appeler, faute de mieux, des élites dirigeantes françaises, c'est clair. Ça c'est une évidence. Et pour ce qui est de la francophonie, vous avez bien mis en avant cette conviction qu'on a en commun et qu'on a quelque chose qui nous permettrait d'avancer ensemble. La langue française, on cite souvent Thomas Sankara sur ce sujet, hein, la langue française c'est un butin. C'est un butin de la guerre de la libération des pays africains. On a ça en commun, il n'y a aucune raison. C'est aussi, dans le cas du Burkina, il y a énormément de langues parlées au Burkina et le français a été utilisé par Sankara pour garantir une plus grande unité du pays. Donc vous voyez les paradoxes de l'histoire ou c'est la dialectique plutôt de l'histoire qui jouait à plein à ce moment-là. Il est 15h pile, et donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. On reste à votre disposition pour discuter de façon moins formelle, et on va continuer de toute façon à traiter ces sujets dans la continuité, que ce soit dans la Commission des Affaires étrangères, dans nos structures, et à la Commission de la Défense aussi. Voilà. Merci Mathieu.